Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 5 exercices de calcul de probabilité. Dans le premier exercice, on nous dit que dans une classe de 30 élèves, donc 20 étudient l'anglais, 15 l'espagnol, de plus 8 étudient les deux langues. Alors pour un élève donné, on va noter grand A l'événement, l'élève étudie l'anglais, et grand E l'événement, l'élève étudie l'espagnol. Alors on choisit au hasard un élève dans cette classe, et dans la première question, on demande que représente l'événement A inter E, et de donner sa probabilité. Alors le symbole inter comme ceci signifie et, donc l'événement A inter E veut dire l'élève étudie l'anglais et l'espagnol. Puisque dans l'énoncé on nous dit qu'il y a 8 élèves qui étudient à la fois l'anglais et l'espagnol, donc la probabilité de l'événement A inter E, ça va être 8 sur le nombre total d'élèves, 30, 8 sur 30. Dans la question numéro 2, on nous demande que représente l'événement A union E et de donner sa probabilité. Alors le symbole union signifie ou, donc l'événement A union E veut dire l'élève étudie l'anglais ou bien l'espagnol, sous-entendu, ou bien les deux en même temps. Et donc pour calculer la probabilité de cet événement, A union E, on va utiliser la formule qui dit que c'est P de A plus P de E moins la probabilité de l'intersection, c'est-à-dire P de A inter E. Alors P de A, c'est la probabilité que l'élève étudie l'anglais. Il y a 20 élèves dans la classe qui étudient l'anglais sur 30. Donc P de A, c'est 20 trentièmes. P de E, c'est 15 trentièmes, puisque 15 élèves étudient l'espagnol sur cette classe de 30 élèves. Moins P de A inter E, on avait dit que c'était 8 sur 30. Autrement dit, P de A union E, c'est 20 trentièmes plus 15 trentièmes moins 8 trentièmes, 20 plus 15 moins 8, c'est-à-dire 27, donc 27 trentièmes. Dans la question numéro 3, on nous demande la probabilité que l'élève choisi n'apprenne ni l'anglais ni l'espagnol. Alors en fait, on va utiliser la question précédente, puisque l'événement l'élève choisi n'apprend ni l'anglais ni l'espagnol, c'est le contraire de l'événement. L'élève choisi apprend l'anglais ou l'espagnol. Donc finalement, ce qu'on veut calculer ici, c'est la probabilité de l'événement A union E bar, donc le contraire de l'événement l'élève apprend l'anglais ou l'espagnol. Alors pour calculer cette probabilité, on va simplement dire que c'est 1 moins la probabilité de l'événement A union E. Autrement dit, on va avoir 1 moins 27 sur 30, c'est-à-dire 30 sur 30 moins 27 sur 30, c'est-à-dire 3 sur 30. Dans la question numéro 4, on nous dit quel est l'événement contraire de l'événement grand A et de calculer sa probabilité. Alors l'événement contraire de A qu'on note à bar, eh bien ce sera l'élève n'étudie pas l'anglais. Et donc pour calculer la probabilité de cet événement contraire, on va utiliser la même formule que dans la question précédente. P de A bar, c'est 1 moins P de A. Alors autrement dit, on a 1 moins 20 sur 30, puisqu'il y avait 20 élèves qui étudiaient l'anglais sur 30. Et donc 1 moins 20 sur 30, c'est-à-dire 30 sur 30, moins 20 sur 30, et il reste donc 10 sur 30. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'on lance simultanément deux dés cubiques bien équilibrés, D1 et D2. Alors l'issue d'un lancer, c'est un couple XY, où X est la valeur affichée sur le dé numéro 1, et Y c'est la valeur affichée sur le dé numéro 2. Dans la première question, on nous demande combien il y a d'issues possibles à cette expérience aléatoire. Alors, puisqu'il y a 6 issues possibles pour le premier dé, et 6 issues possibles pour le deuxième dé, eh bien, le nombre total d'issues possibles, ce sera 6 fois 6, c'est-à-dire 36. Et une autre façon de s'en convaincre, c'est de regarder le tableau qui est dans la question d'après. Dans la première colonne, on a toutes les valeurs possibles pour le premier dé, dans la deuxième première ligne, toutes les valeurs possibles pour le dé numéro 2, et donc nous voyons qu'il y a 36 cases possibles qui correspondent chacune à une issue de cette expérience. Alors justement, dans la question numéro 2, on demande de recopier et de compléter le tableau suivant qui va donner le plus grand des deux nombres obtenus lors du lancer. Alors imaginons qu'on ait l'issue, on obtient un 4 au premier lancer et un 5 au deuxième lancer, c'est-à-dire que le dé numéro 1 vaut 4 et le dé numéro 2 vaut 5. Alors le plus grand des deux nombres ici entre 4 et 5, eh bien c'est 5, donc on va inscrire 5 dans la case qui est ici. Autre exemple, imaginons qu'on fasse un 2 avec le dé numéro 1 et un 4 avec le dé numéro 2, alors le plus grand des deux nombres ici est 4, donc nous allons inscrire 4 ici. Et donc de cette façon, on complète tout le tableau. Dans la question numéro 3, on nous demande de déterminer la probabilité des événements suivants. Alors tout d'abord, l'événement grand A, c'est le plus grand des deux nombres obtenus et 4, donc on va calculer P de A. Alors on a dit qu'il y avait 36 issues possibles, et on va regarder dans le tableau combien il y a d'issues pour lesquelles eh bien, le plus grand des deux nombres obtenus est un 4. Alors on voit que ce sont toutes les situations qui sont ici. Autrement dit, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 issues pour lesquelles eh bien, le plus grand des deux nombres obtenus est un 4. Donc la probabilité de l'événement A, c'est 7 sur 36. Ensuite, on nous dit que l'événement B, c'est le plus grand des deux nombres obtenus, est O plus 3. Donc pour calculer P de B, la probabilité de B,
on va regarder dans le tableau eh bien, toutes les situations dans lesquelles le plus grand des deux nombres obtenus est au plus 3, c'est-à-dire 1, 2 ou 3. Alors on voit qu'il y a 9 situations possibles, donc on va dire que la probabilité de l'événement B, eh bien, elle est de 9 sur 36. Ensuite, l'événement C, donc c'est le plus grand des deux nombres obtenus, est au moins 5, c'est-à-dire 5 ou 6. Donc même chose, on va regarder dans le tableau toutes les situations dans lesquelles eh bien, le plus grand des deux nombres vaut 5 ou 6, et donc ce sont toutes les situations qui sont entourées ici. Et donc cela correspond à 20 issues différentes, donc la probabilité de l'événement C, eh bien c'est 20 sur 36. Et pour finir, on nous demande la probabilité de l'événement D, qui est le plus grand des deux nombres est un multiple de 2 ou de 3. Alors les multiples de 2, c'est-à-dire 2, 4 et 6. Les multiples de 3, c'est 3 et 6. Donc en fait, on va regarder simplement les situations où le plus grand des deux nombres vaut 2, 3, 4 ou 6. Voilà, on a entouré dans le tableau toutes les situations où le plus grand des deux nombres vaut 2, 3, 4 ou 6. Et on voit qu'il y a 26 situations au total pour lesquelles c'est le cas. Donc on va dire que la probabilité de l'événement D, c'est 26 sur 36. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'une étudiante fabrique chaque semaine un petit stock de bijoux fantaisie qu'elle vend en fin de semaine afin de s'assurer quelques revenus. Alors on nous dit que sa production hebdomadaire de bijoux se répartit comme suit, donc 20% de boucles d'oreilles, 40% de colliers et 40% de bracelets. Alors chaque bijou est réalisé soit en métal argenté, soit en métal doré, et on nous dit que 60% des bijoux fabriqués sont argentés. Alors elle fabrique autant de colliers argentés que de colliers dorés, et enfin 75% des bracelets sont argentés. Alors dans la première question, on nous demande de reproduire et de compléter le tableau de fréquence en pourcentage par rapport à l'ensemble de la production. Alors d'après l'énoncé, il y a 20% des bijoux qui sont des boucles d'oreilles. Alors l'information est déjà notée dans le tableau. Ensuite, on sait qu'il y a 40% de colliers et 40% de bracelets, donc on va mettre ici 40 et 40. On nous disait aussi que 60% des bijoux sont argentés, ce qui est inscrit dans le tableau ici. Et on sait aussi qu'elle fabrique autant de colliers argentés que de colliers dorés, donc ici nous aurons 20% et 20% pour un total de 40%. Et pour finir de compléter le tableau, on va utiliser la dernière information qui était donnée, c'est-à-dire que 75% des bracelets sont argentés. Donc on va faire 75% de 40%. Alors pour calculer 75% de 40%, on va simplement faire une multiplication. On va faire 0,75 multiplié par 0,40. Et on obtient 0,3, c'est-à-dire 30%. Donc on va dire ici que 30% des bracelets sont argentés. Puisque le total est de 40%, ici on va avoir 10% des bracelets qui sont dorés. Et donc on peut terminer de compléter le tableau. Alors on peut compléter cette case ici, puisqu'on a un total de 60, on a déjà 20% de colliers argentés, 30% de bracelets argentés, donc il faut mettre 10 ici, 20 plus 30 plus 10, ce qui donne 60. Maintenant dans cette colonne, on a un total de 20, on a déjà 10, donc il faut mettre 10 ici. Et puis dans cette dernière colonne, puisqu'on a un total de 100, qu'on a 60% de bijoux argentés, on aura 40% de bijoux dorés. Dans la question numéro 2, on nous dit que pour se rendre sur le lieu de vente, elle range en général sa production en vrac dans une mallette, et elle prend au hasard un bijou dans la mallette. Alors on suppose que tous les choix possibles sont équiprobables. Et dans la question A, on nous demande de calculer la probabilité des événements suivants. Alors tout d'abord, l'événement grand A, c'est le bijou pris est argenté. Alors on va dire que sur un total de 100 bijoux, on sait que 60 sont argentés, donc la probabilité de l'événement A, c'est 60 sur 100. Ensuite, la probabilité de l'événement B, qui est le bijou pris, est un bracelet, donc P de B. On sait que sur un total de 100 bijoux, le nombre de bijoux qui sont des bracelets, il y en a 40%. Donc la probabilité de B est de 40 sur 100. Dans la question B, on nous demande de décrire par une phrase l'événement A inter B et ensuite de calculer sa probabilité. Alors, le symbole inter signifie et, donc ici l'événement A inter B, ce sera le bijou pris est argenté et c'est un bracelet. Alors pour calculer la probabilité de cet événement, il suffit simplement de regarder dans le tableau l'intersection de la colonne bracelet et de la ligne argentée. Donc la ligne argentée est ici, la colonne bracelet est ici, et on voit qu'à l'intersection il y a 30, donc on va dire que la probabilité de A inter B, c'est tout simplement de 30 sur 100. Dans la question C, on nous demande de décrire par une phrase l'événement A union B et de calculer ensuite sa probabilité. Alors le symbole union signifie ou, donc l'événement A union B, ce sera le bijou pris est argenté, ou est un bracelet, et c'est un ou inclusif, ça veut dire que le bijou peut très bien être à la fois argenté et un bracelet. Alors pour calculer la probabilité de cet événement, on va utiliser la formule qui dit que P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors on connaît P de A, on sait que P de A c'était 60 sur 100,
On connaît P de B, c'était 40 sur 100. Et on connaît P de A inter B, c'est 30 sur 100. Donc on va faire 60 plus 40 moins 30, c'est-à-dire 70 sur 100. Dans la question D, on nous demande de décrire par une phrase l'événement A bar, c'est-à-dire l'événement contraire de A, et de calculer sa probabilité. Alors l'événement A bar, c'est tout simplement le bijou pris n'est pas argenté. Et donc pour calculer la probabilité de A bar, P de A bar, on applique la formule qui dit que c'est 1 moins P de A. Autrement dit, c'est 1 moins 60 sur 100, et on obtient donc 100 sur 100 moins 60 sur 100. Et donc 100 sur 100 moins 60 sur 100, on obtient 40 sur 100. Et en effet, comme il n'y a que deux types de bijoux, argenté ou doré, s'il n'est pas argenté, c'est qu'il est doré. Et on avait bien dit qu'il y a 40% de bijoux qui sont dorés dans la mallette. Dans la question numéro 3, on nous dit qu'il lui arrive parfois de ranger séparément les bijoux argentés et les bijoux dorés. C'est le cas cette fois-ci. Et donc elle prend toujours au hasard un objet dans la mallette contenant les bijoux dorés. Et dans la question A, on nous demande quelle est la probabilité P1 que le bijou pris soit un bracelet. Alors ici, finalement, l'univers a changé. On n'a plus 100 bijoux au total, mais 40 bijoux au total. Et donc, on va simplement regarder la ligne qui est ici, la ligne des bijoux dorés. Alors, on sait qu'il y a 10% des bijoux qui sont des bracelets dorés, sur un total de 40% des bijoux qui sont dorés. Donc, la probabilité P1, ce sera simplement 10 sur 40. Dans la question B, on nous demande la probabilité P2 que le bijou pris ne soit pas un collier. Alors, pour calculer cette probabilité, toujours pareil, on va regarder dans la ligne des bijoux dorés. Alors, la probabilité que ce ne soit pas un collier, c'est la probabilité que ce soit un bracelet ou des boucles d'oreilles. Alors, il y avait 10% de bracelets, 10% de boucles d'oreilles, sur un total de 40% de bijoux dorés. Donc, 10 plus 10, 20. Donc, la probabilité P2 est de 20 sur 40. Dans l'exercice suivant, on nous dit que le code d'un antivol de vélo est un nombre de 3 chiffres où chaque chiffre peut être 0, 1, 2 ou 3. Et on nous dit que Zoé choisit un code au hasard. Alors, dans la première question, on demande d'illustrer cette situation à l'aide d'un arbre et d'en déduire le nombre de codes possibles. Alors tout d'abord, le premier chiffre, ça peut être soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Maintenant, imaginons que le premier chiffre soit 0, le deuxième chiffre peut être 0, 1, 2 ou 3. Même chose, si on a un 1, pour le premier chiffre, le deuxième chiffre peut être soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, etc. Donc pareil, si le premier chiffre est un 2, le chiffre suivant, 0, 1, 2, 3, pareil si le premier chiffre est un 3, etc. Ensuite, si jamais le deuxième chiffre est un 0, le troisième chiffre peut être 0, 1, 2 ou 3, etc. pour chacun des autres chiffres. Alors on voit au départ qu'il y avait 4 possibilités pour le premier chiffre. Pour chacune de ces 4 possibilités, il y a encore 4 possibilités pour le deuxième chiffre. Et pour chacune de ces 4 possibilités pour le deuxième chiffre, il y a encore 4 possibilités pour le troisième chiffre. Donc on va dire qu'il y a 4 fois 4 fois 4, c'est-à-dire 64 codes possibles. Dans la question numéro 2, on nous demande la probabilité que le code de Zoé comporte 3 chiffres distincts. Alors on va essayer tout d'abord de dénombrer le nombre de codes avec des chiffres distincts. Donc pour le premier chiffre, il y a 4 possibilités, 0, 1, 2 ou 3. Ensuite, une fois qu'on a choisi le premier chiffre, il y a un chiffre en moins qu'on peut choisir pour le deuxième chiffre, donc il n'y a plus que 3 possibilités. Et enfin, lorsqu'on doit choisir le troisième chiffre, on ne peut pas reprendre le premier ni le deuxième, donc ce qui ne laisse plus que 2 possibilités cette fois-ci. Et donc au total, il y aura 4 fois 3 fois 2, c'est-à-dire 24 codes dont les 3 chiffres sont distincts. Et donc on peut maintenant calculer la probabilité que le code comporte 3 chiffres distincts. Donc on a dit qu'il y en avait 24 possibilités sur 64 codes possibles au total, donc la probabilité de 24 sur 64. Dans le dernier exercice, on nous dit qu'une puce se déplace sur un axe gradué et qu'à chaque pas, de façon aléatoire, elle avance ou elle recule d'une unité. Alors elle part de l'origine grand O et effectue un total de 4 sauts. Alors par exemple, imaginons que la puce saute vers la droite au premier saut, puis elle saute encore vers la droite au deuxième saut, puis elle saute vers la gauche au troisième saut, puis elle ressaute vers la droite au quatrième saut. Dans ce cas-là, sa position d'arrivée serait le point qui est ici. Dans la première question, on nous demande quelles sont les abscisses possibles de la puce à la fin des 4 sauts. Alors tout d'abord, on va regarder les cas extrêmes. Si jamais la puce ne fait que sauter vers la droite, elle va arriver à l'abscisse 4, donc au maximum elle arrivera à l'abscisse 4. Si jamais elle ne fait que sauter vers la gauche, elle arrivera à l'abscisse moins 4, donc au minimum elle sera en moins 4. Et enfin, on remarque en fait que la puce ne pourra jamais arriver sur des abscisses qui sont des nombres impairs, comme par exemple moins 1 et 1. Donc toutes les possibilités ici, ce sera simplement moins 4, moins 2, 0, 2 et 4. Dans la question B, on nous demande pour chaque affirmation de conjecturer si elle est vraie ou fausse. Alors la première affirmation, il existe une position finale plus probable que les autres. L'affirmation 2, c'est la puce se trouve à la fin en haut avec une probabilité de 1,5.
Et la troisième affirmation, c'est que la puce a autant de chances d'avoir à la fin une abscisse positive qu'une abscisse négative. Alors pour conjecturer si chacune des affirmations est vraie ou fausse, eh bien ce qu'on pourrait faire, c'est simuler, c'est-à-dire prendre une pièce de monnaie, la lancer 4 fois. Lorsqu'on a pile, on se déplacerait d'une unité vers la droite. Si on a face, on se déplacerait d'une unité vers la gauche. Et puis de regarder, après plusieurs expériences, eh bien, si chaque affirmation semble vraie ou fausse. Alors dans la suite de l'exercice, on propose un algorithme pour simuler le premier saut de la puce. Donc l'algorithme est le suivant. Donc au départ, la variable x prend la valeur 0. La variable n est un entier aléatoire qui vaut soit 1, soit 0. Et on nous dit que si n vaut 0, la variable x diminue de 1, x égale x moins 1. Et sinon, la variable x prend la valeur x plus 1, x augmente de 1. Dans la question de A, on nous demande d'expliquer le rôle des variables x et n dans cet algorithme. Alors tout simplement, la variable x, elle vaut 0 au départ, ça va représenter l'abscisse de la puce. Et la variable n, qui est un nombre aléatoire entre 0 et 1, va représenter finalement la direction dans laquelle on va se déplacer. Alors dans l'algorithme, on voit que si n égale 0, x prend la valeur x moins 1, x diminue de 1. Eh bien ça veut dire que si n égale 0, la puce va sauter vers la gauche. Et donc on avait un sinon, c'est-à-dire si n vaut 1, eh bien x augmente de 1, c'est-à-dire que si n égale 1, la puce saute vers la droite. Dans la question B, on demande de modifier cet algorithme pour simuler les 4 sauts de la puce. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une boucle bornée, une boucle pour, afin de répéter plusieurs fois le saut de la puce. Et donc l'algorithme est le suivant. Donc au départ, la variable x prend la valeur 0, c'est la position de départ de la puce. Et ensuite, on va dire pour k allant de 1 à 4. Donc on va répéter 4 fois le saut si on veut. Alors au départ, on va affecter à n un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc si n vaut 0, on a dit que la puce saute vers la gauche, donc la variable x va diminuer de 1, x prend la valeur x moins 1. Sinon, c'est-à-dire si n égale 1, eh bien la puce va sauter vers la droite, donc x va prendre la valeur x plus 1, on augmente l'abscisse de 1. Dans la question C, on demande de traduire cet algorithme en langage Python et de l'exécuter. Alors on va commencer par importer une bibliothèque qui va permettre de générer des nombres aléatoires, c'est la bibliothèque qui s'appelle random. Ensuite, on avait dit qu'au départ l'abscisse valait 0, donc on va dire x égale 0, et ensuite on va faire une boucle pour, donc en Python c'est for k in range. Alors pour dire que k va de 1 jusqu'à 4, prend toutes les valeurs de 1 à 4, on va dire for k in range 1,5, sachant que 5 ne sera pas une valeur prise par la variable k. Alors ce qu'on va répéter 4 fois ici, c'est simplement, donc la variable n sera égale à un nombre aléatoire entre 0 et 1, donc on va utiliser la bibliothèque random, et dans la bibliothèque random, on va utiliser la fonction randint. Donc pour choisir un nombre entre 0 et 1, on va mettre randint 0,1. Ensuite, on va tester si le nombre n vaut 0, donc on va dire if n égale, attention, il faut mettre deux signes d'égalité pour tester. Donc si n est égal à 0, ce qu'on va faire, c'est que la variable x va augmenter de 1, donc plutôt diminuer de 1, parce qu'on va vers la gauche. Donc x est égal à x moins 1. Sinon, donc le mot-clé en Python c'est else, sinon x va augmenter de 1, donc x égale x plus 1. Si on exécute cet algorithme, on va regarder ce qui se passe. Donc ici, a priori, rien n'est affiché, puisque dans le programme, on n'affichait rien du tout. On va simplement faire print x pour voir quelle est la valeur dans la variable x après l'exécution du programme. Ici, c'est 0, ça veut dire que la puce est revenue en 0. Si jamais on exécute à nouveau le programme et qu'on réécrit encore une fois print x, on voit que cette fois-ci, la valeur de x est 2, donc la puce est arrivée à l'abscisse 2. Dans la question numéro 3, on nous demande de construire un arbre qui va décrire tous les sauts possibles et de calculer la probabilité de chaque abscisse finale possible. Alors au départ, la puce est en 0, elle a deux possibilités, soit elle va se déplacer en 1, soit elle va se déplacer en moins 1. Si jamais elle est en 1, elle a encore deux possibilités, soit elle va aller en 2, soit elle va retourner en 0. Si elle était en moins 1, soit elle va retourner en 0, soit elle va aller en moins 2. Maintenant pour le troisième saut, alors si elle était à l'abscisse 2, elle peut aller à l'abscisse 3 ou bien revenir à l'abscisse 1. Si elle était en 0, elle peut aller à l'abscisse 1 ou bien aller à l'abscisse moins 1. Voilà, et sur ce principe-là, on construit tout l'arbre. Ensuite, on va calculer la probabilité d'arriver à chacune des abscisses, c'est-à-dire moins 4, moins 2, 0, 2 ou 4. Alors par exemple, calculons la probabilité qu'elle se situe à l'abscisse 2 à la fin des 4 sauts. Alors on va simplement regarder dans toutes les positions finales combien de fois on a l'abscisse 2. Donc ici on l'a 1, 2, 3, 4 fois, sur un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 possibilités finales. Donc la probabilité d'arriver en 2 est de 4 sur 16.
Alors pareil, on va calculer la probabilité d'arriver en moins 4. Alors il y a une seule possibilité qui est ici. Donc on a une chance sur 16 d'arriver en moins 4. Même chose, la probabilité d'arriver en 4, il n'y a qu'une seule possibilité qui est ici, donc 1 sur 16. La probabilité d'arriver en moins 2, il y a 1, 2, 3, 4 possibilités, 4 chemins dans l'arbre, donc ça va faire 4 sur 16. Et maintenant, la probabilité d'arriver en 0, donc on va compter ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 possibilités, donc on va dire que la probabilité d'arriver en 0 est de 6 sur 16. Et donc pour finir, on demandait de comparer avec les résultats de la question 1b, donc on va finalement étudier chacune des affirmations. Alors l'affirmation 1 disait qu'il existe une position finale plus probable que les autres, eh bien c'est vrai, c'est la position 0, qui a plus de chances de se produire que toutes les autres. Ensuite, l'affirmation 2 disait que la puce se trouve à la fin en 0 avec la probabilité 0,5, eh bien c'est faux, puisqu'ici on n'a pas 8 16e, on a 6 16e. Et enfin, l'affirmation numéro 3 disait que la puce a autant de chances d'avoir à la fin une abscisse positive qu'une abscisse négative. Eh bien, cette affirmation est vraie, puisqu'on voit que ce tableau-là possède une symétrie. Il y a autant de chances d'arriver à une abscisse négative, 5 sur 16, que d'arriver à une abscisse positive, 5 sur 16.